La saga des Nobel, c'est l'histoire des grandes découvertes et des idées du XXe siècle. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming ou encore Camus, Hemingway, Luther King et le Dr Schweitzer sont déjà entrés dans la légende. Albert Einstein occupe une place unique dans la physique moderne. Il a transformé notre vision du monde. Inventeur de la théorie de la relativité, il est aussi le père de la cosmologie moderne à l'origine du Big Bang, qui vaudra le Nobel à Arno Penzias et Robert Wilson. Lorsqu'Albert Einstein termine ses études en 1900, la physique qu'il a apprise à l'université semble en voie d'achèvement. Si le 19e siècle a connu des avancées prodigieuses, les lois fondamentales de la physique, elles, n'ont pas changé depuis 2 siècles. Pourtant, il y a une profonde fissure dans le bel édifice de la physique classique. D'un côté, la mécanique décrit le monde des objets et de la matière. De l'autre, l'électromagnétisme, celui de la lumière. Mais on n'arrive pas à concilier ces 2 ensembles de lois. On est dans une impasse. Einstein va trouver l'issue et rendre à la physique son unité perdue en abordant le problème dans sa dimension philosophique. Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène ou au spectre de tel ou tel élément. Je veux découvrir ce que Dieu pense. Tout le reste est détail. Albert Einstein est né en Allemagne dans une famille juive non pratiquante en 1879, l'année où Edison invente l'ampoule électrique. Hermann Einstein, le père, va bientôt créer à Munich, avec son frère, une petite entreprise d'appareillage électrique, espérant profiter de la vague d'électrification des années 1880. C'est peut-être pour ça que l'électricité va passionner Albert toute sa vie. Dès son plus jeune âge, il manifeste une grande curiosité. À 5 ans, le comportement mystérieux de l'aiguille d'une boussole, qui semble obéir à une force invisible, produit sur lui une impression profonde. Très vite aussi, il aspire à un idéal élevé. Il développe une ferveur religieuse qui étonne ses parents. À 12 ans, on lui offre un manuel de géométrie qu'il dévore d'une traite. Il comprend alors que la science peut lui ouvrir des horizons nouveaux. Je commençais à m'apercevoir qu'au-delà de ce petit monde, il y a un univers gigantesque qui existe indépendamment de nous et qui se tient devant nous comme une grande et éternelle énigme. La contemplation de cet univers me fascina et j'y trouvais l'espoir d'une véritable libération. Dans les livres de mathématiques et de vulgarisation scientifique, il découvre le monde de la physique classique, celui de Newton et de Galilée. Cette vision du monde obéit au sens commun. Le temps est le même partout et dans l'espace, les distances se mesurent partout de la même façon. Pour localiser les objets dans l'univers, on imagine un repère, une trame fixe et immobile qui s'étend à l'infini. Le temps et l'espace, découpés en petites tranches égales, permettent aux lois de la mécanique de décrire plus simplement l'ensemble des événements. Le temps absolu, vrai et mathématique coule uniformément et s'appelle durée. L'espace absolu demeure toujours semblable à lui-même et immobile. Avec les découvertes d'Einstein, tout cela va changer radicalement. Alors qu'il a 15 ans, son père, dont les affaires vont mal, part en Italie avec toute la famille. Sauf Albert, qui reste en Allemagne pour terminer ses études secondaires. Mais si l'étude des mathématiques et de la physique le passionne, le système scolaire prussien, en revanche, ne lui convient pas du tout. La discipline quasi militaire et les leçons apprises par cœur lui font horreur. C'est en fait un véritable miracle que les méthodes modernes d'enseignement ne soient pas encore parvenues à étouffer complètement la saine curiosité pour la recherche. Car celle-ci est une plante extrêmement fragile qui, si elle a besoin d'encouragement, réclame surtout de la liberté, faute de quoi elle dépérit inévitablement. Il obtient bientôt un certificat médical qui lui permet de quitter le lycée et de rejoindre sa famille. Les quelques mois qu'il passe en Italie lui laissent un souvenir ébloui, mais son père s'inquiète pour l'avenir. Il presse Albert de reprendre ses études. Comme il n'a pas passé son diplôme secondaire, il ne peut entrer à l'université en Allemagne. Il
il choisit l'école polytechnique de Zurich, où il sera admis sur concours en 1896. Zurich, à l'aube du XXe siècle, est une paisible bourgade où se sont réfugiés les révolutionnaires poursuivis par les polices politiques dans leur pays. On y croise Lénine ou Trotsky, et, à la terrasse des cafés, on ne discute qu'une chose, la révolution à venir. Einstein se fait de nombreux amis aux idées radicales. Parmi eux, Friedrich Adler est le fils de l'un des fondateurs du Parti socialiste autrichien. Ensemble, ils discutent les idées de Marx et celles d'un autre philosophe qui est aussi physicien, Ernst Mach. Mach rejette toutes les idées préconçues sur l'univers et veut replacer l'expérience, c'est-à-dire ce qui est observable et mesurable, au centre de la pensée scientifique. Il critique en particulier les notions newtoniennes d'espace et de temps absolu. Selon la théorie de Newton, lorsqu'on est sur un manège, ce qu'on ressent, c'est un mouvement absolu par rapport à l'univers. Mach, lui, se demande, est-ce que l'impression de mouvement serait la même si le manège était fixe et que l'univers tournait autour? Einstein est séduit par ce relativisme qui remet en question les points de vue habituels. Friedrich Adler abandonnera les sciences pour le combat politique. En 1916, il assassine le Premier ministre autrichien. Einstein, lui, rêve à une révolution d'un genre différent. À l'école polytechnique, il veut vérifier par lui-même tout ce qu'on lui enseigne. Il sèche les cours de maths pour travailler au laboratoire. C'est seulement grâce à l'aide de Marcel Grossmann, un camarade qui lui passe ses cours de mathématiques, qu'il obtient son diplôme en 1900. Il a 21 ans. Mais après ses études, personne ne lui offre la place d'assistant que ses résultats brillants lui laissaient espérer. Même en Suisse, son indépendance d'esprit l'empêche de s'intégrer dans les institutions universitaires. En 1902, à Berne, il entre à l'Institut des brevets comme ingénieur de seconde classe. Les mystères de l'univers vont devoir attendre un peu. Peu de temps après, il épouse son amie d'études Mileva Marić, physicienne elle aussi, qui partage sa passion pour les sciences. Mais Einstein ne s'intéresse pas à la vie de famille et laisse les soucis domestiques à Mileva. Il se voue entièrement à ses spéculations scientifiques. Puisqu'on ne veut pas de lui à l'académie, il va créer la sienne. Ce sera l'Académie Olympia, dont les 3 membres se réunissent dans sa chambre. Son but est ambitieux, fonder la science physique sur des bases nouvelles. Einstein se préoccupe en particulier de la fissure qui s'élargit entre le monde de la matière et celui de la lumière. Dans sa tentative de réconcilier ces deux ensembles de lois, il s'intéresse au principe de relativité de Galilée. Le mot relativité n'a pas été inventé par Einstein. Selon ce principe, un observateur enfermé dans une pièce sans fenêtre n'a aucun moyen de savoir s'il est à l'arrêt ou en mouvement tant qu'il se déplace en ligne droite et à vitesse constante. Ainsi, dans un aéroplane, pendant la phase de croisière, les tasses et les assiettes restent posées sur les tables. Le steward peut servir le thé sans le renverser. Ce n'est qu'en regardant par le hublot que les passagers comprennent que l'avion vole et se déplace. Dans un train, ce qu'on ressent, c'est le changement de vitesse, le ralentissement ou l'accélération. Einstein s'interroge. Il considère que le principe de relativité, qui, selon Galilée, s'applique à tous les corps en mouvement, devrait s'appliquer aussi à la lumière. Mais cela contredit la théorie en vigueur à l'époque, celle de l'éther. On considère alors que la lumière, qui est une onde, a besoin d'un milieu où se propager. Comme les rides à la surface de l'eau. Ce milieu, impalpable et omniprésent, personne n'a réussi à le détecter. Mais les physiciens lui ont déjà donné un nom savant, l'éther luminifère. Dans cette hypothèse, seul un observateur immobile par rapport à l'éther pourrait mesurer la vitesse réelle de la lumière, la même dans toutes les directions. Par contre, un observateur en mouvement à travers l'éther mesurerait une vitesse plus grande dans un sens et plus petite dans l'autre. De là, il pourrait déduire sa propre vitesse sans regarder à l'extérieur, violant ainsi le principe de relativité.
À partir de 1885, Michelson et Morley ont essayé de mesurer cet effet en se servant du mouvement de la Terre. Malgré une précision de plus en plus grande dans leurs mesures, leur expérience a échoué. La vitesse de la lumière observée depuis la Terre reste la même dans toutes les directions. Pourtant, la Terre n'est pas immobile. Les scientifiques d'alors s'arrachent les cheveux, ou choisissent d'ignorer ces résultats étranges. Einstein, au contraire, choisit d'accepter les données expérimentales et d'en tirer toutes les conséquences. Que se passe-t-il lorsque deux observateurs, l'un fixe, l'autre en mouvement, essaient tous les deux de mesurer la vitesse de la lumière? Il semble que celui qui avance vers la source lumineuse voit la lumière parcourir plus de distance dans un même intervalle de temps. Pourtant, l'expérience de Michelson a montré que la vitesse de la lumière était constante pour tous les observateurs. Si les vitesses sont identiques, alors que les distances parcourues par la lumière sont différentes, il ne reste qu'une hypothèse. Le temps passe plus vite pour celui qui avance. Contrairement au sens commun, il ne s'écoule pas de la même façon pour tous les observateurs. Einstein développe sa théorie de la relativité dans un article célèbre publié en 1905. Quelques mois plus tard, il tire de ses travaux une conclusion stupéfiante. Il démontre que masse et énergie sont des manifestations différentes d'une même chose. C'est ce qu'exprime la formule célèbre E égale mc2. Chaque masse, aussi petite soit-elle, contient une énorme réserve d'énergie qui peut notamment s'exprimer sous forme de lumière. L'idée de relativité réussit le tour de force de réconcilier les deux branches de la physique. Mais elle bouscule des concepts si familiers qu'elle passe directement du champ de la science à celui des idées. Einstein en est conscient. La validité de la théorie de la relativité n'est pas limitée à un seul domaine de la physique. Elle forme un cadre plus général qui embrasse tous les phénomènes de la nature. Les progressistes applaudissent, tandis que les conservateurs protestent. On voudrait nous débarrasser des théories les mieux attestées en faveur de fantastiques rêveries à propos de l'univers. Mais quelles que soient les polémiques, il sera difficile de nier la pertinence des travaux d'Einstein. Peu à peu, sa réputation grandit dans les cercles scientifiques du monde entier. En 1909, il obtient enfin une chaire de professeur, d'abord à Berne, puis à Prague et enfin à Zurich. À Berlin, Max Planck, le grand physicien allemand, s'est rangé du côté des idées nouvelles. Si, comme je l'attends, la théorie d'Einstein est confirmée, on le considérera comme le Copernic du XXe siècle. En 1913, Einstein a 34 ans et l'Institut Kaiser Wilhelm déroule un véritable tapis rouge pour le faire revenir en Allemagne. Argent, honneur, liberté de recherche, rien n'est trop beau pour le nouveau Copernic. Einstein hésite. Il redoute les institutions prussiennes qu'il avait fuies autrefois. Mais Berlin est l'un des centres les plus actifs de la pensée scientifique contemporaine. Il a besoin de cette émulation. Il accepte. En 1914, la guerre éclate et l'Allemagne se mobilise sur tous les fronts. Les scientifiques et les intellectuels sont mis à contribution pour démontrer la supériorité de leur culture nationale. Einstein, qui a gardé la nationalité suisse, acquise à Zurich, se tient à l'écart de ces démonstrations patriotiques et s'érige contre les passions nationalistes. Violemment hostile au militarisme allemand, il tourne le dos à l'effort de guerre auquel participent ses collègues physiciens et poursuit ses réflexions sur la relativité. Il voudrait généraliser sa théorie pour qu'elle s'applique aussi à la force de gravitation. Il y a dans la conception newtonienne de la gravitation quelque chose qui le chiffonne. Pour déplacer un objet lourd, on doit déployer plus d'efforts que pour déplacer un objet léger. Si la gravité était une force ordinaire, comme un simple coup de pied, elle communiquerait une grande vitesse à un objet léger, comme un ballon, et une vitesse plus petite à un objet lourd, comme une enclume. Or, depuis Galilée, on sait que dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. La gravité est donc une force étrange qui varie selon l'objet auquel elle s'applique. Elle agit moins sur un objet léger et plus sur un objet lourd, de façon à donner la même vitesse aux deux.
Pour résoudre ce paradoxe apparent, Einstein comprend qu'il va lui falloir transformer la conception traditionnelle de l'espace. Mais plus il avance, plus la traduction mathématique de ses idées devient complexe. De toute ma vie, je n'ai été aussi tourmenté. À côté de ce problème, la relativité restreinte n'était qu'un jeu d'enfant. Une fois de plus, c'est Marcel Grossmann, son vieil ami, qui va l'aider. Il l'oriente vers les géométries non euclidiennes, qui décrivent des espaces courbes comme la surface d'une sphère. L'article sur la relativité générale, publié en 1915, est un nouveau bouleversement. Après le temps, c'est au tour de la notion d'espace de subir une révision radicale. La gravité n'est plus la force mystérieuse qu'avait imaginée Newton, mais le résultat d'une courbure de l'espace. Et cette courbure, c'est la matière qui la provoque. Plus la masse d'un objet, d'une planète par exemple, est grande, plus il va courber l'espace autour de lui. Les planètes ne tournent plus autour du Soleil parce qu'elles sont attirées par lui, mais parce qu'elles suivent une trajectoire rectiligne dans un espace courbé par la masse du Soleil. Einstein termine son article par une prédiction. Dans sa région du ciel, le Soleil devrait infléchir la trajectoire des rayons lumineux provenant des étoiles. Celles-ci, au voisinage du Soleil, devraient sembler légèrement décalées par rapport à leur position habituelle. On doit pouvoir observer ce phénomène lors d'une éclipse totale. La guerre mondiale a empêché la première observation d'avoir lieu. Mais une expédition menée par Arthur Eddington dans le golfe de Guinée réussit à photographier l'éclipse du Soleil de 1919. La mesure confirme triomphalement la prédiction d'Einstein. Du jour au lendemain, Einstein devient une légende vivante. Pour certains, il a révolutionné la science. Pour d'autres, c'est un malade. Peut-être la guerre, l'explosion bolchevique sont-elles les marques visibles de quelque désordre mental profond. Ce même esprit d'inquiétude a envahi la science. Dans les gazettes du monde entier, on ne parle que de relativité, et cette soudaine célébrité agace profondément Einstein. En 1922, il est au Japon lorsqu'il apprend qu'on lui accorde le prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre et en particulier pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. La relativité, encore trop polémique, n'est même pas mentionnée. Selon la relativité générale, l'univers n'est pas infini, il est courbe. Il est semblable à la surface d'une sphère, fini et pourtant sans limite, sans bord. En partant dans le cosmos et en continuant tout droit pendant quelques milliards d'années, on finirait par revenir à notre point de départ, comme à la surface d'une sphère. Ces résultats publiés par Einstein en 1917 sont l'acte de naissance de la cosmologie moderne. Lui qui déteste les paramètres arbitraires en a tout de même introduit un dans ses équations. Une constante cosmologique qui empêche la courbure de l'univers de varier avec le temps. Si Einstein s'est résolu à cet artifice, c'est que l'univers tel qu'il apparaît alors aux astronomes est parfaitement stable. À l'époque, on assimile encore l'univers à la Voie lactée, et on débat de ses dimensions qu'on situe quelque part entre 10 000 et 30 000 années-lumière. C'est seulement au début des années 20 que l'astronome Edwin Hubble montre l'existence d'autres galaxies extérieures à la Voie lactée. Soudain, l'univers change d'échelle. En 1925, un chanoine belge nommé Georges Lemaître étudie à Cambridge sous la direction d'Arthur Eddington, l'homme qui avait confirmé la relativité générale lors de l'éclipse de 1919. Plus tard, devenu professeur d'astronomie, il publie un article dans une petite revue belge. Il pense que l'univers est en expansion, que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais il va plus loin. Si elles s'éloignent, c'est qu'elles ont dû être autrefois réunies en un point. Ce point, à l'origine de l'univers, il l'appelle l'atome primitif. Mais le début de l'univers, découvert en Belgique par un chanoine, personne n'y croit. L'article de Georges Lemaître passe complètement inaperçu. Pendant ce temps, Hubble poursuit ses observations sur les galaxies lointaines.
En 1929, il publie les résultats de 10 ans de travail. Presque toutes les autres galaxies semblent s'éloigner de nous. Il formule une loi qui porte son nom. Plus les objets stellaires observés sont lointains, plus leur vitesse est grande par rapport à nous. L'univers est en expansion. La nouvelle fait sensation. Le maître avait raison, l'univers a eu un commencement. On parle d'une grande explosion initiale à laquelle on donne le nom de Big Bang. Lorsqu'il apprend ces résultats, Einstein est contrarié. Il aurait pu prévoir tout cela 10 ans plus tôt s'il avait accepté toutes les implications de sa propre théorie. Cette timidité, inhabituelle chez lui, il la jugera plus tard comme la plus grosse erreur de sa vie. Après la guerre, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'histoire se poursuit. Georges Gamow, physicien russe émigré aux États-Unis, travaille sur la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des noyaux atomiques qui constituent la matière. Il imagine que quelques années après le Big Bang, l'univers est une soupe primitive composée de rayonnements et de particules. Dans cette soupe, où lumière et matière sont à peine distincts, une succession de réactions nucléaires aboutit à la formation progressive des atomes qui constituent le monde actuel. Alfer et Hermann, deux jeunes collègues de Gamow, tirent de ses travaux sur la nucléosynthèse une conclusion curieuse. Lorsque matière et lumière se sont séparées environ 300 000 ans après le Big Bang, la matière a évolué de son côté en formant des galaxies, des étoiles, des planètes. Mais la lumière... La lumière a dû continuer son propre chemin, perdant peu à peu son énergie. En toute logique, il devrait rester une trace de cette lumière, un rayonnement fossile, témoin de l'éclat de l'univers à ses débuts. Et on devrait pouvoir capter ce rayonnement avec des instruments suffisamment sensibles. Belle idée. Mais les moyens d'observation qui permettraient de la vérifier n'existent pas encore. On l'enterre donc pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que deux jeunes ingénieurs, Arno Penzias et Robert Wilson, captent un rayonnement bizarre. Dans les années 60, les laboratoires Bell, filiales de la compagnie de téléphone, utilisent cette antenne pour recevoir des signaux radio répercutés par les satellites artificiels Telstar. Mais l'antenne, qui est d'une sensibilité exceptionnelle pour l'époque, peut également servir de radiotélescope. Arno Penzias et Robert Wilson s'y partagent un seul poste d'astronome. Un de nos buts était de mesurer le halo de la galaxie. Ainsi, en essayant d'acquérir des données, nous avons utilisé une fréquence à laquelle nous ne devions pas détecter le halo. Ainsi, en un sens, nous faisions une expérience d'étalonnage comme si nous cherchions le halo en comptant mesurer 0. Nous n'avons jamais trouvé le 0. Arno et moi étions troublés. Nous mesurions toujours 3 degrés de trop sur notre antenne. Cela devait bien venir physiquement de quelque part. Ils poursuivent leur travail, vérifient les circuits électroniques, délogent un couple de pigeons qui nichaient dans l'antenne, la démontent et la nettoient de fond en comble. Rien n'y fait. Le bruit de fond désespérant persiste. En désespoir de cause, ils font appel à l'équipe de Robert Dicke, un cosmologiste de Princeton qui, lui, est un partisan du Big Bang. Il ne tarde pas à identifier le bruit importun. C'est lui, c'est le fameux rayonnement fossile, témoin des débuts de l'univers. Penzias et Wilson, tout étonnés de leur bonne fortune, reçoivent le prix Nobel en 1978. On sait aujourd'hui que l'univers n'est ni immuable, ni même immobile comme on l'imaginait encore au début du XXe siècle. Ces éléments constitutifs naissent et meurent. L'univers tout entier évolue. Einstein n'aura pas vécu pour voir confirmer la théorie du Big Bang. Il est mort en 1955 sans avoir tout à fait découvert comment Dieu a créé l'univers. Vers la fin de sa vie, il a finalement accepté de rédiger une notice biographique. Aucun fait de sa vie privée n'y figure. Il n'y est question que des lois de la nature. Visiblement ravi du bon tour, il conclut par ces mots. Mais est-ce vraiment là une notice nécrologique, se demandera peut-être le lecteur étonné. J'aimerais pouvoir répondre oui, pour l'essentiel. Car ce qui définit un homme comme moi, c'est ce qu'il pense et comment il le pense, et non pas ce qu'il fait ou ce qu'il ressent.